Faites vite, la session débute le 15 janvier. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Comme d'habitude, maintenant, depuis plus de 2 ans, je suis avec vous. Je suis Judith Gagnon, présidente de l'AQDR Québec. Écoutez, avant qu'on aborde l'entrevue avec un invité fort intéressant, je voudrais vous dire qu'en 2024, on n'oublie surtout pas les aînés. Nous allons faire le tour, l'AQDR, des bibliothèques de la Ville de Québec pour demander aux aînés quels sont les enjeux qui les touchent le plus spécifiquement. C'est quoi les services qu'ils aimeraient avoir et qu'ils n'ont pas? Qu'est-ce qu'ils voudraient voir? On a vraiment là, le goût de remettre à jour notre plateforme de revendication, puis pour être vraiment là tout près de vous, puis être capable davantage de vous aider. Alors, oubliez-moi pas, je vais vous le répéter en 2024, vous pouvez être sûr. Alors, aujourd'hui, on est vraiment chanceux. On a M. Sol Zanetti, député de Jean Talon, qui est avec nous. Bonjour, Sol. Bonjour, Mme Gagnon. Comment allez-vous? Je me suis trompée, c'est Jean Lesage. Ah oui, Jean Lesage. Ouais, écoutez-moi. Moi, je vais très bien. Je suis très contente de vous avoir avec moi. Bon, moi aussi. C'est une grande joie. Alors, on est tous les deux joyeux. Alors, j'ai préparé les questions qui sont quand même intéressantes puis assez longues. Fait qu'on va voir là jusqu'où on peut aller. Selon vous, M. Zanetti, quels sont les enjeux politiques les plus importants en ce moment? Bien, je pense que moi, j'en vois 2 enjeux politiques qui sont vraiment importants en ce moment et qui touchent toutes les générations, mais beaucoup les aînés aussi. C'est la question de la hausse du coût de la vie, premièrement, et la question des changements climatiques et de l'environnement en général. Il y a le coût de la vie, là, on l'a vu, l'inflation a été terrible ces dernières années. Les prix des logements ont augmenté, les prix des hypothèques ont augmenté énormément, le prix à l'épicerie a augmenté et il devient de plus en plus difficile aussi des fois d'avoir des soins au public sans attendre très longtemps. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui finissent par aller au privé, ce qui augmente leurs frais aussi. Puis, les revenus des gens n'augmentent pas autant. Puis, c'est particulièrement vrai pour les aînés. Là, quand on est à la retraite, nos revenus augmentent certainement pas aussi vite que l'inflation des dernières années. Et ça a des conséquences dramatiques. Là. Moi, ce que je vois dans la circonscription, mais c'est pas mal pareil partout au Québec, c'est une augmentation énorme des gens qui fréquentent les banques alimentaires. Ah bon? Ouais, il y a, on calcule qu'au Québec, il y a 400 000 personnes de plus qui utilisent les services des banques alimentaires, 400 000 personnes de plus qu'il y a 5 ans. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Puis localement, là, dans la circonscription de Jean Lesage, j'ai des statistiques pour une des banques alimentaires, mais les autres ont à peu près le même scénario. Quand on regarde la Bouchée Généreuse, qui est tout près du centre Vidéotron, la Bouchée Généreuse, avant la pandémie, là, il y avait à peu près 400 paniers par semaine. Donc, un panier, c'est ou un ménage d'une personne seule ou un ménage familial. Donc, c'est plus que 400 personnes, 400 paniers. Au plus fort de la pandémie, ils ont distribué 600 paniers par semaine parce que la demande a augmenté. Ouais. Et là, ils sont rendus à 1000. Mais voyons donc. 1000, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus. Mais c'est énorme. Donc, et ça, c'est à peu près la même chose chez Entraide Agapès, c'est à peu près la même chose au centre Jean-Guy Drolet, à une échelle différente, pas trop Rocamadour. Il y a plusieurs banques alimentaires dans la circonscription, puis ailleurs à Québec. À Moisson Québec, qui est un organisme communautaire qui fournit les banques alimentaires en denrées, eux aussi ont une diminution de stock, donc ils envoient moins de choses aux banques alimentaires. Et ça, c'est vraiment le symptôme de quelque chose, d'un phénomène social plus grand, là, l'augmentation du coût de la vie. Puis l'augmentation du coût du logement aussi a vraiment fait augmenter le phénomène de l'itinérance. Ouais. Puis il rend beaucoup plus difficile pour les personnes en situation d'itinérance de retrouver le chemin vers un logement parce que c'est beaucoup moins accessible de se remettre sur le marché locatif.
Ah ben c'est vrai. Vous avez Alors, parfaitement raison. Je veux dire, à un moment donné, ils peuvent ne plus être capables. c'est ça. C'est C'est plus difficile de s'en sortir, même si on veut. La marche, elle a augmenté de hauteur énormément. Là. Je comprends ça. Puis là, vous avez parlé d'un autre enjeu qui, moi, me touche beaucoup. C'est les changements climatiques. Ah ouais, c'est énorme, là. On l'a vu cet été au Québec, hein. Les feux de forêt, c'est attribuable aux sécheresses extrêmes, les inondations, attribuables aussi au bouleversement climatique, des événements extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquents. L'année 2023 est la plus chaude à ce jour. C'est comme ça pas mal à chaque année, là. La tendance est à la hausse. Et ça a des conséquences incroyables. Juste au Québec, la superficie des forêts qui ont brûlé cet été, là, c'est l'équivalent de la taille du pays du Costa Rica au complet. Ben imagine. Puis au niveau de l'alimentation, là, les agriculteurs, là, c'est difficile aussi pour eux. Ah ouais, il y en a qui ont perdu à cause à la fois des sécheresses et des pluies trop abondantes. Il y en a qui ont perdu jusqu'à 70% de leur récolte. Ça met en péril la viabilité de leur entreprise agricole. Puis quand les entreprises agricoles sont en péril, ben c'est notre garde-manger collectif qui est en péril aussi, parce que s'il y a des fermes qui ferment dans les prochaines années à cause de ça, puis qu'on les soutient pas assez, ça va nous rendre encore plus dépendants des chaînes d'approvisionnement internationales. Puis ces chaînes d'approvisionnement internationales, on a vu qu'elles sont fragiles avec la pandémie. On l'a vu, mais aussi avec la guerre en Ukraine. On voit qu'un conflit qui arrive à l'autre bout du monde peut avoir un effet catastrophique sur le prix du blé, qui fait augmenter le prix du pain partout. C'est vrai. Tout est tellement lié. Il va falloir que chaque pays, mais nous aussi, travaille son autosuffisance à un moment donné. Tu as absolument raison. C'est des choses qu'il va falloir travailler, parce que sinon, je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Mais là, je vais aborder les aînés particulièrement. Oui. Trouvez-vous, là, j'ai vu la nouvelle maison des aînés qui a été inaugurée. Trouvez-vous que dans la dernière année, mettons, on va prendre ça par temps, il y a beaucoup de choses qui se sont faites pour les aînés? Ben, je dirais que la CAQ a un bilan mitigé là, par rapport à ça. Souvent, c'est qu'il y a beaucoup des bonnes intentions, mais on les parfois pas, on n'attribue pas parfois assez de ressources pour atteindre les objectifs qu'on devrait atteindre. Là, je précise ma pensée. Là. Je pense à la question des soins à domicile, par exemple, et de la question de l'hébergement. Ça fait pas mal consensus, je pense, au Québec, puis dans plusieurs pays de plus en plus, qu'il y a un gros virage à faire vers les soins à domicile, pour que, justement, les aînés puissent rester chez eux de façon autonome le plus longtemps possible, puis qu'on sorte d'un modèle où, très rapidement, la seule option qu'on retrouve, c'est un hébergement de type CHSLD ou quelque chose comme ça, pour les aînés les plus vulnérables, mettons. Et mais là, puis le gouvernement a investi dans cette direction-là, mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est que bon, ça va pas assez vite, et puis c'est pas assez ambitieux. Là. Il faudrait aller beaucoup plus vite, parce que on a les prévisions démographiques. On sait à quelle année il va y avoir combien d'aînés au Québec et quel genre de besoins en termes de soins ça va nécessiter. Et en ce moment, on n'est pas du tout dans les temps là, en termes d'investissement. Là. On n'est pas à jour. Il manque déjà des places, parce que même si on parle de soins à domicile, il y a certaines situations de vie des fois plus rares dans lesquelles les soins à domicile ne peuvent plus suffire non plus. Alors, il faut avoir assez de place. Les maisons des aînés, c'est un concept extraordinaire. Le problème, c'est que la quantité qu'ils ont planifié de construire est très, très, très loin de répondre aux besoins qu'on va avoir, qu'on a actuellement et qu'on va avoir dans les prochaines années. Puis, si on veut que le besoin soit le moins élevé possible pour l'hébergement longue durée, il faut avoir beaucoup de services à domicile. Mais pour avoir des services à domicile, là, il faut que les professions d'infirmières puis d'aide au soutien à domicile, il faut que ce soit des professions qui soient
dans lesquels il est facile de retenir le monde, puis dans lesquels il est facile d'attirer du monde en pleine pénurie de main-d'œuvre. Et là, on est en pleine négociation du secteur public. Exact. Et puis là, là, c'est la grève, puis c'est le Front commun, puis le gouvernement, dans le temps de la COVID, il a donné des primes temporaires aux gens. Ouais. Puis là, ça a comme un peu fait un pansement sur la plaie pour un temps, sauf que là, il faut un vrai message au système de santé puis au système d'éducation aussi, là, de dire vraiment, là, ça va redevenir de bons emplois. Allez étudier là-dedans, restez, vous serez pas surchargés, il va y avoir assez de monde, on va vous retenir, on va vous traiter bien puis vous respecter. Parce que si on n'a pas ça, ben là, c'est tout l'ensemble des services à la population qui vont être impossibles à livrer, en fait. Vous avez parfaitement raison. Tant qu'à ça, je vais faire un petit aparté. Moi, je trouve ça très important qu'on reste avec des services publics de qualité. Je pense que vous avez la même opinion. Oui. Parce que aller dans le privé, ça marche pas. Puis, on s'est tellement battu pour avoir des services publics. Puis, on est quand même très bon au Québec. Il faudrait continuer, hein, n'est-ce pas, Monsieur Zanetti? Ben oui. Ben, ça a été... je lisais ce matin un article de José Legault. Ouais. Chroniqueur très intéressante, qui disait, dans le fond, on a eu des bons services de public en santé pendant à peu près 25 ans au Québec, entre les années 70 puis le milieu des années 90. À cette époque-là, là, on avait des services, c'était gratuit, ça allait vite, c'était pas compliqué. Le système était décentralisé, il n'y avait pas de pénurie. Tu sais, c'était vraiment un peu l'âge d'or, puis vous devez avoir connu cette période-là, puis vous vous en rappelez. Là. Ah, ben oui, écoute, c'est certain. Ben, c'était un moment, c'est un peu à ça qu'il faut revenir, à mon avis, là, parce que à un moment donné, dans les années 90, il y a eu des grosses compressions à partir de Lucien Bouchard, qui a été premier ministre, puis ça a vraiment affaibli le système. Puis à partir de ça, il y a comme la lubie du privé qui est rentrée, puis on s'est dit de plus en plus, la solution au problème, c'est le privé. Sauf que ce qui est arrivé, c'est qu'en permettant de plus en plus des services privés de se développer, ben, la main-d'œuvre du système de santé, ben, plus il y avait du privé qui se libérait, ben, plus elle migrait vers le privé. Exact. Plus ça augmentait les files d'attente dans le public, plus ça augmentait la charge de travail des gens dans le public, plus ça incitait les gens du public à aller vers le privé, vers des services qui sont payants. Donc, ça a amené une inéquité, une médecine à deux vitesses, puis aussi, ça a grandement fragilisé les services publics en général. Il faudrait pas que ça continue. Mais là, je suis de la capitale nationale, évidemment, puis j'ai trouvé que la capitale nationale, dernièrement, c'est une grande oubliée par le gouvernement provincial. Puis je suis pas toute seule à penser ça, là. Ah non, tout à fait. Moi, c'est comme si, en fait, dans la capitale nationale, depuis 5 ans du gouvernement de la CAQ, ben, il y a aucun projet qui a été entrepris par eux qui a été livré. Puis, il y a des projets du passé qui n'ont pas encore abouti, comme le projet de la promenade Samuel de Champlain, phase 4, là, pour se rendre jusqu'aux chutes Montmorency. Ça avait été prévu avant, dans les gouvernements précédents. Puis là, ben, dans tout le premier mandat, ça a été un peu mis sur la glace. Là, ils le réactivent. Là. Ils l'ont réactivé cet automne en disant, on va faire un concours d'idéation pour voir comment on peut faire ça. Fait que ça, c'est bon, mais c'est long, ça a pris du retard. Il y a toute la question du transport aussi, du transport collectif. Ouais. Ça fait 15 ans à Québec qu'on prévoit une augmentation importante du nombre de transports par jour, puis qu'on réalise que si on n'a pas un transport structurant, là, c'est-à-dire une voie, un transport qui a sa propre voie puis qui reste pas pris dans le trafic, ben si on n'arrive pas à faire ça, on va avoir des problèmes de congestion absolument catastrophiques dans une dizaine d'années. Puis comme ces projets-là, ça prend une dizaine d'années à se faire, ben là, il fallait faire ça. Puis ça fait 15 ans que les réflexions autour de ce projet structurant-là ont cours, que toutes les options ont été envisagées. Et puis là, finalement, le tramway, c'est la conclusion auquel sont arrivés tous les experts. Et puis le gouvernement a décidé de le remettre sur la glace une autre fois, après que le ministre Jonathan Julien, ministre de la Capitale-Nationale, ait dit l'année passée qu'elle est un allié indéfectible du tramway, pour reprendre ses termes. Ben là, on voit que c'est mis sur la glace et puis on prend du retard. Donc,
c'est comme s'il y avait, c'est ça, on n'est pas chanceux en ce moment. Là, non! Il n'y a rien qui aboutit. Puis même à la dernière campagne électorale, le gros projet qui était proposé par la CAQ pour la région de Québec, c'était de reconstruire l'ancien marché Champlain. Ah bon? Bon, mais là, ça, on n'a pas entendu parler non plus. Non. C'était pas un projet qui était une demande de la communauté. Personne, il y a plein de monde qui savait même pas qu'il y avait déjà eu un marché Champlain là. Les communautés d'affaires dans le coin n'avaient pas été consultées. Le maire a été averti 3 jours à l'avance de l'annonce. Fait que c'est comme un peu des projets pour impressionner. Mais moi, je préférais qu'on pousse des projets qui viennent des demandes citoyennes carrément, parce que là, on est sûr de miser juste. Oui, parce que c'est quand même une très belle région, la capitale nationale. Ah oui. Et puis, moi, on regardait ça, là, on est tout un groupe, on se disait, est-ce que c'est parce que on est oublié, ça marche pas. Il nous faudrait quelque chose là, pour nous remettre en action, puis nous, retaper là, la situation. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. Bon, alors on est d'accord là-dessus. Le projet de loi 15. Oui. Pouvez-vous m'en parler? Vous avez été là, vous êtes député. Oui. Il y a eu le bâillon. Oui, exactement. Le bâillon a mis un terme prématurément à l'étude du projet de loi. Là. C'est le deuxième plus gros projet de loi qui a été déposé dans l'histoire législative du Québec. Deuxième après le Code civil. Il y avait à peu près 2000 articles là-dedans. Donc, évidemment, traiter 2000 articles, c'est très long. Puis là, le gouvernement a mené cette année. Il restait des centaines d'articles à traiter, puis il a décidé d'écourter ça avec une procédure de bâillon. C'est dommage parce que même dans les dernières heures d'analyse du projet de loi, les oppositions ont comme débusqué plein d'erreurs, juste des erreurs bêtes là, que même le gouvernement fait « Oups, vous avez raison, c'est trompé », puis qui changeait des petites choses. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des centaines d'articles sur lesquels qui n'ont pas pu passer par le crible de l'analyse des oppositions, puis il va probablement y avoir plein d'autres erreurs. Puis c'est que ça, c'est dommage qu'il ait adopté ça sous bâillon. Mais ce qui est plus dommage encore, c'est ce que fait en fait le projet de loi 15, c'est que ça vient en fait continuer l'esprit de la réforme de Gaétan Barrette qui a été haï et décrié par l'ensemble du réseau de la santé depuis 2015. Là. Ouais. Donc on est on augmente la centralisation des pouvoirs et de la gestion au Québec, alors que ça avait déjà été très centralisé dans la réforme Barrette. Ouais. Puis en créant Santé Québec, qui va être une espèce d'agence qui va gérer les hôpitaux et les services de santé au Québec. C'est comme une agence distincte du ministère. Ça va avoir deux avantages du point de vue du ministre. Là. C'est que quand quelque chose va aller mal dans un hôpital, il va dire, là, c'est la faute à Santé Québec. Tu sais? Ah bon? Puis là, lui, évidemment, le ministre va nommer les responsables, les dirigeants de Santé Québec. Fait que si Santé Québec se fait pas donner assez d'argent pour accomplir sa mission, Santé Québec sont nommés par le ministre, ils peuvent pas se retourner vers le ministre et dire vous me donnez pas assez d'argent, c'est pour ça que j'arrive pas à faire ma mission. Parce que s'il fait ça, le ministre, il va nommer quelqu'un d'autre. Fait que là, ils vont être à la fois, le ministre va se déresponsabiliser des bévues de la gestion du système de santé, en même temps le système aura pas l'indépendance qu'il faut pour critiquer, mettons, le gouvernement s'il lui donne pas assez de ressources. Puis en même temps, cette structure administrative-là va favoriser la privatisation en santé parce que ça va rendre beaucoup plus facile l'engagement de sous-traitance pour différents services. Et donc, là, le privé va augmenter de façon fulgurante dans le système. Je suis contente de vous entendre parce que moi, je l'ai regardé, mais il y avait tellement d'articles qui... Non, mais puis là, j'ai vu un peu qu'est-ce qui se passait, mais j'étais un peu inquiète. On est certain, là. Puis là, vous dites que ça augmente la centralisation. On s'est battu avec M. Barrette, là, contre cette centralisation qui n'a pas été super bonne. Puis là, vous dites que ça va être encore plus fort pour la centralisation. Ouais. Puis là, vous venez de me parler que ça favorise la privatisation aussi. Oui. Oui, puis ce qui est paradoxal aussi, c'est que quand le ministre Dubé présente sa réforme, il dit que ça va décentraliser. Puis lui, dans le fond, son argument, c'est qu'il dit que chaque établissement va avoir une direction générale, ce
ce qu'on s'est rendu compte qui n'était même pas le cas pendant la pandémie. Il y avait des CHSLD qui n'avaient même pas de direction générale sur place. Ça avait vraiment pas de bon sens. Là. Puis ça, le gouvernement avait vraiment bien fait de dire dorénavant, il va y avoir une direction générale par établissement parce que là, Colin, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un de responsable sur place qui voit qu'est-ce qui se passe. Et mais en même temps, il dit ça va décentraliser, mais dans la réalité, en même temps, tout le monde va être employé de Santé Québec. Puis la chaîne de commandement, de la hiérarchie du pouvoir, va tout être centralisée puis découler ultimement de Santé Québec, qui va découler du ministre. OK. Et ça, le problème, c'est qu'avant qu'il y ait ces grandes fusions-là où le ministre nommait les PDG de toutes les CIUS, là, comme c'est déjà le cas en ce moment, ben les agences de santé, ou dépendamment du nom qu'ils avaient à certaines époques, ils avaient une indépendance du gouvernement. C'est-à-dire que il y a des, mettons, c'était pas des CIUS à l'époque, mais des établissements de santé régionaux qui avaient des CA qui étaient nommés par la communauté et non pas par le ministre. Ouais, je me souviens. Et donc, ils pouvaient se retourner, s'ils ne se faisaient pas donner assez d'argent pour donner des bons soins de qualité, ils pouvaient se retourner vers le ministre puis le critiquer puis dire « Hey, donnez-nous les moyens d'agir. » Mais à partir du moment où tout ce monde-là est nommé par le ministre, c'est l'omerta, c'est la loi du silence. Puis là, personne ne peut rien dire. Puis ça permet une dégradation du système, tu sais, par des politiciens qui veulent privatiser. En fait. L'autre numéro du projet, j'ai mis le projet de loi 81. Est-ce que c'est vraiment le projet de loi là, qui a eu des changements au niveau du bail? Est-ce que c'est ça où je me suis trompée? C'est le 31. Oh, 31, alors moi je me suis trompée. C'est très possible. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Parce que j'ai regardé ça un peu. Ouais. Allez-y donc, là. Oui. C'est mon collègue Andrés Fontecchia qui est responsable des dossiers logement puis qui a siégé sur le projet de loi 31. Et le projet de loi 31, c'est des mesures législatives pour... il y a différentes mesures là-dedans, mais une qui a retenu notre attention, c'est que le gouvernement voulait abolir le droit de céder son bail. Ouais. Donc, la cession de bail, c'est pas une solution miracle pour garder les prix des loyers bas, mais c'est à peu près une des seules que les locataires ont, c'est-à-dire qu'ils peuvent céder leur bail à quelqu'un au même prix qu'eux payaient, et que ça empêche des fois des augmentations de loyer immenses entre deux locataires. Puis ça permet de maintenir plus bas les prix moyens du logement dans une région. Mais là, ils ont voulu abolir ça. Nous autres, on s'est opposés à ça. Là, il y a des amendements qu'on a proposés justement pour aider les aînés qui ont été pour l'instant suspendus puis qui vont être réétudiés au mois de février. Okay. Donc, la ministre n'a pas encore dit non, mais elle n'a pas encore dit oui non plus. Et ces amendements-là, en fait, c'est pour bonifier le projet de loi qu'avait fait adopter Françoise David à l'époque où elle était députée. Oui, je me souviens. Il faisait que évincer un aîné ou une aînée de 70 ans et plus qui est dans son logement depuis 10 ans, c'était pas possible. C'est interdit par la loi. Oui, exact. Et là, nous, on voulait baisser cet âge-là à 65 ans. Puis, c'est-à-dire aussi le nombre d'années que la personne doit être dans son logement pour pouvoir obtenir cette protection-là. Bref, on veut améliorer la protection des aînés locataires parce que c'est un drame là, quand on est à la retraite, puis que nos revenus augmentent pas bien, puis que là, tout à coup, on est évincé, puis qu'on se retrouve un logement 300-400 $ plus cher par mois, c'est une atteinte grave à la qualité de vie. Ah oui, ça, je me souviens de ce qui avait été fait, puis qu'on salue de toute façon. Fait que si vous allez dans ce sens-là de l'amélioration, ça va être extraordinaire. Je vais être obligée de couper à mes questions, mais il y en a deux que je veux pas rater. Votre plus grand désir comme député, Sol, c'est quoi? Mettons, là, vous seriez un magicien. Mon grand désir global, là, parce que c'est un désir c'est une réalisation qui aurait un impact sur à peu près tous les enjeux, autant la santé de l'économie puis de l'éducation de l'environnement. Moi, ce serait que le Québec soit un pays. C'est que le Québec, dans le fond, décide par lui-même, prenne les décisions par lui-même pour son avenir, puis qu'on soit un pays démocratique, c'est-à-dire que les citoyens sentent qu'ils ont le pouvoir de faire bouger les choses, puis qu'il n'y a pas 1 million d'obstacles, puis qu'ils se sentent plus de pouvoir aussi sur
sur le système politique, plus d'influence sur les ministres et les ministères. Moi, je constate souvent il y a des fois une espèce de un sentiment d'impuissance vis-à-vis de la politique. Les gens disent les choses vont mal, mais là il y a rien à faire. Puis les gens se sentent pas des fois qu'ils peuvent agir. Puis moi, je voudrais qu'on ait un système politique plus démocratique dans lequel on a des pognes, on a des prises, là, les citoyens, pour faire valoir nos choses, puis que on prenne nos décisions plus localement plutôt que les grandes décisions soient prises loin dans un parlement dans lequel on est minoritaire. Fait que moi, je pense que ça serait comme le plus beau legs qu'on pourrait laisser, puis c'est pour ça que moi, c'est mon plus grand rêve. Vous me dites, là, coup de baguette magique jour au lendemain, c'est ça que je fais. Puis, dernière question. Pendant le temps des fêtes, il y a beaucoup d'aînés qui sont tristes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a pour eux? Nous, on essaie de faire des choses, mais qu'est-ce qu'il y a pour eux? On en a qui sont extrêmement seuls, la solitude, là, c'est un enjeu majeur. Ah, c'est clair. Il y a c'est beaucoup des organismes communautaires qui répondent aux besoins là d'activités sociales, puis d'être près des aînés. Les groupes comme les clubs de l'âge d'or, souvent les clubs les cercles de fermières. C'est des gens qui organisent des activités, vont chercher des gens, tout ça. Puis c'est vraiment important d'encourager ces organismes-là, de les aider aussi à les faire connaître. Puis, mettons, moi, si j'avais un message général à envoyer à tout le monde qui nous écoute là, pour le temps des fêtes, c'est de profiter du temps des fêtes pour aller rencontrer les aînés dans notre famille, évidemment, mais aussi les aînés qu'on connaît, peut-être dont on soupçonne des fois qu'ils ne voient peut-être pas souvent du monde, pour en profiter pour aller les visiter, passer du temps avec eux, puis jaser. Puis, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, ça. Ben, écoute, je suis d'accord avec vous parce que on est des humains, puis on a comme pas une obligation, mais tu sais, il faut aider les autres personnes aussi parce que on est comme ça. Alors, écoute, je te remercie énormément pour l'entrevue, puis bonne et heureuse fête. Merci. Puis reviens-nous en santé pour l'année 2024. C'est le premier, je vais faire ça. Je vais me reposer comme vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.